Bonsoir, Pierre Bailly. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux et celles qui sont derrière leurs écrans. Je suis très contente de vous rencontrer ici à la Maison de la Poésie, Pierre Bailly, pour parler du roman de Jim. C'est votre dernier livre et c'est votre sixième livre que vous publiez chez POL. Alors, le roman de Jim, c'est un narrateur, Emeric. Emeric nous raconte sa vie et à 25 ans, il est tombé amoureux de Florence. Florence, elle avait 40 ans, elle était enceinte d'un autre homme. Et donc voilà, Emeric a accueilli et élevé ce petit Jim comme si c'était son propre fils. Sauf que Jim a aussi un père biologique et il va falloir faire avec. Alors pour qu'on se mette peut-être un peu dans l'ambiance, j'aimerais que vous nous lisiez quelques pages, si c'est possible. Bon, c'est au début du livre, hein, et c'est Florence qui parle. Quand t'es caissière, c'est sur le client que tu te défoules. Le client qui est trop lent, le client qui est mal poli, le client toujours debout et qui ziote ton décolleté ou qui profite que tu pivotes sur ton siège à roulettes et hop, le petit regard pour apercevoir 3 cm de cuisse qui dépasse de la jupe. Le client qui pue de la gueule et de sous les bras. Le client qui est aussi sale que son argent et c'est à prendre au sens propre. Le client et ses mains et ses pièces et ses billets gras. Tu passes tes journées à lui faire des faux sourires et à lui souhaiter une bonne après-midi alors que t'en as rien à foutre de sa vie au client. Et puis tu sais que ça ne changera rien à ton salaire à la fin du mois, que tu sois poli ou pas. Mais tu t'exécutes, ça fait partie du taf. Et puis par moments, t'es bien luné. Et t'aurais même envie de l'inviter à prendre un verre après lui avoir donné ses tickets. T'aurais envie que ça dure un peu plus longtemps, mais tu dois passer au suivant. T'as jamais le temps de rencontrer personne. Même quand tu le connais, tu peux jamais rien échanger de plus que 2-3 banalités sur la famille et la météo. Et encore, là t'es contente. T'as l'impression d'avoir vécu un moment d'une intimité folle avec ton pote, ton voisin, ton ancien prof de maths du collège, qui regagne sa voiture en poussant son caddie pendant que tu te remets à scanner tes putains de codes barres. Bip, bip, bip. 7, 8, 9 heures par jour. Bip, bip, bip. T'as même pas l'espace pour t'évader dans tes pensées. Il faut que tu annonces le total au client, que tu lui donnes un sac, que tu le lui dédicaces en plus de ça. Parfois même que tu l'aides à le remplir, tellement le pauvre il est débordé avec les marmots en pleurs et les articles qui s'accumulent. Après quoi, tu souffles 4 secondes et avant de t'y remettre, tu jettes un œil à ta montre pour voir combien de temps il te reste avant de pouvoir reprendre ta pause. Tu l'attends celle-là. Chaque jour, tu l'attends avec la même impatience, ta pause café, pendant laquelle tu fais connaissance avec un petit intérimaire bien sympathique, à qui tu déverses tout ton stress de la journée. Et en retournant à ton poste, tu te rends compte que tu n'as même pas eu le temps de t'intéresser à lui, sa vie, sa petite vie d'étudiant, c'est ça, non? T'es là pour l'été seulement, toi? Et tu fais des études de quoi? Mais il est déjà trop tard, c'est déjà l'heure. Faut y aller. Alors une prochaine fois peut-être. J'essaierai d'être moins bavarde. Mais elle l'était autant à chaque fois. Et ça ne me dérangeait pas, non. Elle m'impressionnait, je crois. Je la trouvais attachante, peut-être même un peu fascinante. Merci Pierre Bailly. Alors racontez-nous un petit peu l'origine de ce roman et comment vous avez trouvé ces deux personnages, Emeric et Florence. Il y a eu 2 idées et 2 envies qui étaient là depuis assez longtemps, qui sont connectées. L'une, c'était d'écrire une histoire d'amour entre un homme et une femme plus âgée que lui. Donc Emeric a 25 ans au début, Florence en a 40. Et l'autre idée, c'était tout simplement de savoir comment une femme enceinte et célibataire pouvait continuer à avoir une sexualité. C'est une idée qui m'est tombée un peu de nulle part un jour où j'étais à la piscine à Lyon, où je vis. Et les douches sont collectives après avoir nagé. Et il y avait une femme enceinte et je remarquais que les hommes étaient assez indifférents à son endroit. Et je me suis dit, j'avais presque de la peine pour elle, même si au moins elle était tranquille, ça c'est peut-être pas plus mal finalement. Mais je me disais, si finalement elle avait envie d'être séduite ou de rencontrer des gens ou de séduire, j'ai pensé que ça devait être un peu plus compliqué du fait de sa situation. Et comme souvent, quand j'ai des idées, j'accorde pas trop d'importance quand elles arrivent. Et certaines restent, et celle-ci est restée. Mais le fait d'être père, d'avoir des enfants, c'est quand même, il me semble, une obsession chez vous. C'est
troisième livre, hein, si je compte bien. Il y avait L'homme des bois, qui était le portrait du père en 2017. Il y a eu Les enfants des autres, surtout en 2020, où déjà il était question d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, parce que c'était un personnage qui ne savait plus très bien s'il en avait eu ou pas. Je résume, hein. C'est pas vraiment ça. Mais, et là, bon, on part sur cette femme qui est enceinte au moment où on la rencontre. Pourquoi il y a cette obsession de l'enfantement? Les enfants des autres, le livre d'avant, j'ai l'impression, c'était le livre du jeune père, vraiment un livre que j'ai écrit quand mes enfants étaient encore très jeunes, et dedans j'ai mis, pour le transformer en fiction, hein, pour en faire une sorte de livre à suspense, tout ce qui peut être un peu douloureux ou difficile voilà, dans la vie de jeunes parents. Le bouleversement que ça implique, mais la fatigue, la difficulté de cohabiter, faire cohabiter l'éducation et le travail, évidemment la vie de couple qui est totalement chamboulée. Et dans celui-ci, même si après ça tourne mal, mais pour des causes extérieures, j'avais envie, en réaction au dernier, aux enfants des autres, d'écrire un livre sur ce que ça peut avoir de très heureux, de très positif. Et le lien entre Emmerich, le narrateur, et Jim est plus tendre voilà, Emmerich est assez généreux dans sa manière de s'impliquer auprès de Jim. Et tout ce qui est dit sur l'éducation, sur le fait d'avoir un enfant, est beaucoup plus voilà, positif que dans Les enfants des autres. Oui, mais il y a quand même l'idée dans ce livre-là de quelqu'un qui devient père d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est une situation particulière. La question de la paternité, oui, elle me travaille pour plein de raisons, à mon avis. Déjà, comme vous disiez, avant ces deux romans, j'ai fait un récit sur la mort de mon père, donc ça s'appelait L'homme des bois. Et je me dis que, comme mon père est mort, comme j'ai plus de père, du coup, cette histoire, la relation du fils avec le père, elle est finie, quoi. Et je pense que ça me permet d'avoir un peu de recul dessus, et c'est peut-être pour ça que je suis un peu prolifique sur le sujet. Après, la paternité, dans ce roman-là, elle n'est pas abordée frontalement, puisqu'en effet, Jim n'est pas le fils de sang d'Emmerich, le narrateur. Et je pense que c'est une manière de parler d'une position qui est différente vis-à-vis de l'enfant, celle du beau-père. Et là, il se trouve que mes parents s'étant séparés à ma naissance, j'ai aussi connu cette configuration d'un enfant, d'être un enfant qui grandit avec une mère et deux figures paternelles, quoi. Et voilà, ce texte... Il y a même une autre raison, mais en tout cas, ce texte, oui, a des origines très, très personnelles, très intimes. Et je me dis même, puisque, bon, comme je vous raconte un peu ma vie, mes parents s'étant séparés à ma naissance, ma mère est partie tout de suite avec un homme avec qui elle vit toujours d'ailleurs, qui est donc mon beau-père. Mais ce livre, c'est peut-être aussi une façon d'aborder la blessure qu'a vécu mon père quand ma mère est partie, alors que je venais de naître. Et voilà. Et l'aspect douloureux, l'aspect mélodramatique du texte, peut-être qui fait écho à cette histoire-là. Mais donc c'est un projet que vous aviez depuis longtemps, d'aborder ce thème-là? Non, pas du tout. Non, c'est un livre qui m'est venu, l'idée de le truc à la piscine, c'était il n'y a pas si longtemps, bon, quand elles étaient ouvertes. Et puis c'est un livre que j'ai écrit assez rapidement, que j'ai commencé quand je terminais Les enfants, Les enfants des autres. Non, mais c'est quand même original, parce que la paternité, c'est pas... Finalement, chez les romanciers, j'allais dire les jeunes romanciers dont vous faites partie, mais même chez les romanciers en général, c'est pas un thème qui est autant que ça exploré. Oui, mais je voulais absolument pas écrire dessus, d'ailleurs. Ma femme, j'ai eu, comme tout le monde, une période un peu de creux, une période où je me demandais un peu quoi écrire. Je disais, je vis plus rien. D'ailleurs, c'est des choses que disent souvent les auteurs, quoi. Parfois, ils changent de style, de genre littéraire, ou ils se mettent à faire du reportage, à essayer de s'intéresser aux autres, ce qui est très bien. Et Janada, par exemple, dit ça. Il a écrit pas mal de livres autobiographiques, puis à un moment, il a l'impression d'avoir une vie tellement banale, à regarder la télé avec son fils ou je sais plus quoi, là.
qui s'est mis à faire des enquêtes sur des faits divers et tout. Et j'étais un peu dans cette situation. Bon, voilà, à part la famille, tu vois, je vivais plus rien de spectaculaire. J'ai l'impression. Puis c'est peut-être aussi l'âge, la trentaine, l'approche de la quarantaine, le regret de l'adolescence, de la jeunesse, une période où tout est vécu très fortement. Et elle me disait, bah, si, la famille, c'est pas rien, tout ça. Je disais, mais non, c'est nul, je vais pas écrire là-dessus. Attends, Et puis finalement, ça fait 3 bouquins que je fais là-dessus. Donc elle était de bons conseils. Oui, elle l'est. Et puis, il n'y a pas de mauvais sujet, de toute façon. Tout dont la façon dont on s'y attelle, quoi. Et à partir de là, comment on construit des personnages? Parce que non, ce n'est pas un livre autobiographique non plus, même s'il y a un matériau autobiographique, comme vous venez de dire. Ce personnage de Florence, ce personnage d'Aymeric, je ne sais pas si vous pouvez nous les présenter, vous les présenterez mieux que moi, mais ce garçon un peu largué, qui a un peu fait des études, un peu de prison, un peu de je ne sais pas quoi, qui est intérimaire, et qui tombe fou amoureux de Florence, qui a 40 ans, et on l'a entendu, la voix de Florence, elle est caissière, un peu roqueuse, toujours un petit peu en colère. Comment vous avez construit tout ça? Eh bien, Aymeric, alors, avant de connaître Florence, déjà, il a eu une première histoire qui a commencé très jeune au lycée. Il formait un petit couple assez banal, assez posé. C'était le petit couple du lycée, quoi, qu'on imagine vivre ensemble jusqu'à la fin. Sauf que son amoureuse de l'époque, qui s'appelait Jennifer, au bout de 3-4 ans, ils sont partis en fac ensemble après le lycée, elle l'a suivi. Il la suit à Besançon en fac de psycho. Et elle, comme on peut s'y attendre, elle a envie de connaître d'autres aventures, d'autres émotions et d'autres personnes. Du coup, elle lui dit que ça s'arrête là. Il ne l'a pas vu venir. Il est un peu naïf. Il a quelque chose d'un peu naïf ou d'un peu gentil, peut-être Aymeric. D'ailleurs, ça pourrait presque être son défaut. C'est pas pour dire que la gentillesse, mais c'est vrai qu'il a même aussi un bon fond. Je voulais essayer d'écrire un narrateur et un personnage de jeune homme qui est une sorte de fond qui soit à la fois sensible et honnête, quoi. Parce que j'ai fait dans d'autres livres, et puis c'est quelque chose qui se fait beaucoup, des narrateurs, des héros masculins qui confessent leur côté minable et tout ça. Et c'est ça qui peut être la qualité du personnage, voire du livre. Et là, j'avais envie de prendre le contre-pied de ça, d'être avec un personnage qu'on aime de façon assez immédiate, qui ne se présente pas sous un jour misérable. Et donc, face aux situations, il est toujours un peu en décalage. En tout cas, il ne rentre pas dedans, il subit un peu et en même temps, il essaie de comprendre. Voilà, c'est un personnage qui essaie de comprendre ce qui lui arrive, qui en veut pas naturellement aux autres. Et quand il se retrouve seul après la rupture avec Jennifer, il va faire une petite bêtise, mais là aussi c'est presque par naïveté, puisqu'il va travailler illégalement avec 2 amis à lui qui font du démontage d'amiante, évidemment clandestin, qui vont cacher les plaques d'amiante qui démontent illégalement dans une usine désaffectée du Jura. Et on le cueille au début du roman comme ça, à 25 ans, et quand l'histoire commence, il a envie de remettre le nez dehors, d'essayer de rencontrer, de retourner un peu vers l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il retrouve Florence, puisqu'il l'avait connue, mais 7 ans avant. Mais c'est marrant, c'est un personnage, c'est les femmes qui le font avancer. Il a toujours besoin des femmes. C'est grâce à Jennifer, finalement, s'il va en fac, et quand elle n'est plus là, il arrête. C'est Florence qui lui permet de passer une autre étape, et quand il est perdu, il appelle sa sœur. Pourquoi il a toujours besoin des filles? J'avais jamais pensé chose comme ça. Je ne peux pas faire une réponse plus sincère parce que c'est un peu pareil pour moi, je crois. Je n'avais pas pensé. Mais en fait, je vis entouré de femmes et de filles. C'est même pas un choix, vraiment. Hein. Contrairement aux héros de mes livres, je n'ai pas de garçons, mais de filles. J'en ai plusieurs. J'ai plus de père, il me reste une mère. J'ai des sœurs, j'ai pas de frères.
j'ai des belles sœurs, j'ai pas de beaux-frères, j'ai des nièces et pas de neveux, vraiment. Hein. Et j'ai grandi en étant très proche de mes grands-mères et de mes sœurs aussi, qui arrivent toujours naturellement dans mes livres sans que je le prévoie. Donc ça m'est naturel, j'ai pas réfléchi à la question. Je peux pas vous raconter. Mais d'où autre vos chose personnages féminins qui sont quand même très travaillés. Ce personnage de Florence, expliquez-nous, comment vous travaillez? Je veux dire, le personnage de Florence, avec son caractère, avec sa vie, elle est là avant le début du livre ou elle se construit dans l'écriture? Comment ça se passe? Il y a des petits traits qui sont là dès le début, mais non, elle prend un peu consistance au cours de l'écriture. Après, parfois, bon, c'est peut-être décevant de le présenter comme ça, mais parfois, il y a aussi des éléments qui viennent enrichir un personnage qui sont déjà écrits ou que je traîne dans ma tête depuis quelques années et que j'arrive pas à attribuer à des personnages ou à mettre dans des livres. Et puis, étrangement, un jour, je fais un livre qui convient à ces idées, donc elles intègrent le livre. Mais dans ce livre-là, il y a pas mal de choses que j'ai pas réussi à mettre dans d'autres livres ou qui sont issus d'autres projets ou qui sont des idées que j'ai depuis longtemps. Et puis, comme tout simplement cette idée d'un écart d'âge important entre un homme et une femme. Et comment elle est arrivée, cette idée? Pourquoi il y avait cette envie de travailler sur cette thématique? Je ne saurais pas vous dire. L'envie était là, ouais. Peut-être que c'est des configurations que j'aime bien. Et puis je crois que en fait, des femmes comme Florence, je pense que j'en connais, même dans ma famille, c'est des figures. Justement, quelqu'un qui grandit à la campagne et qui s'élève un peu par la culture populaire, un peu rock, tendance un peu rock. Typiquement, il y a des petites villes comme Besançon ou Lyon, dans l'est de la France, où je vis, où il y a une culture musicale qui est finalement assez vivante et qui a permis à pas mal de gens de vivre une jeunesse heureuse et dynamique, très dynamique. Florence, je pense, j'ai vraiment des exemples en tête, j'ai l'impression d'en connaître un certain nombre. On va arriver à cette ambiance dont vous nous parlez, ce milieu social que vous nous décrivez, mais quand même encore un dernier mot sur cette situation d'une fille qui a 40 ans et d'un garçon qui a 25 ans. Est-ce que vous êtes conscient que vous faites quand même le contraire de la plupart des écrivains français, parce que des livres où un monsieur de 50 ans tombe amoureux d'une jeune femme de 25 ans ou a une aventure ou rêve d'avoir une aventure avec une jeune femme plus jeune que lui, il y en a 12 par an minimum. Je et là, pas. vous allez à l'inverse des clichés. C'est intéressant. Ouais, j'avais pas l'impression. Non, je sais pas, oui. Mais après, je suis peut-être pas encore assez vieux pour exprimer ce désir-là, ou peut-être que j'ai presque une position un peu morale vis-à-vis de cette configuration-là. Pour l'instant, j'ai pas encore. Peut-être que j'ai pas conscience d'avoir vieilli. Je me vois encore comme le petit jeune. Et finalement, parce que oui, tiens, voilà, peut-être que c'est ça. Finalement, Florence, elle a à peu près mon âge. Et moi, peut-être que je me vois comme un éternel vingtenaire. Et du coup, la femme, au début, finalement, ça pourrait être... Mais ce qui est intéressant, c'est après comment eux, ils parlent de ce qu'ils vivent, c'est-à-dire entre eux et autour d'eux. Il y a une scène que j'aime beaucoup où, juste après la première nuit avec Florence, Emmerich va appeler son meilleur pote et lui dit « J'ai couché avec une femme qui a 40 ans et qui est enceinte. » Et l'autre, il n'en revient pas. Il lui dit « Putain, une femme enceinte, je ne le crois pas. » Et tout le temps, c'est tout le long du livre, je crois, la difficulté à pouvoir expliquer ce qu'on vit. Oui, parce que là, la question, elle n'est pas d'être à rebours des clichés, mais elle est que tout simplement la vérité, la vérité, c'est un mot bien pompeux, mais la vérité des situations, elle réside plus dans la nuance, dans l'embarras, ou dans le fait de chercher. En fait, on vit les choses, bien souvent, j'ai l'impression qu'on vit les choses
à rebours de l'image attendue, quoi, de la réaction attendue. C'est-à-dire que quand Emmerich répond à son ami que finalement c'est pas... Quoi, lui répond sans se vanter de ce qu'il vient de vivre, et puis j'ai l'impression que c'est une réaction presque naturelle, que c'est la réaction la plus juste qu'on puisse avoir dans une telle situation. Et aussi peut-être parce que j'ai pas envie de détester moi-même mes personnages, quoi. Et puis que voilà, j'ai envie d'essayer de créer des personnages vivants, donc un peu complexes, donc un peu sensibles. Et c'est très réussi. Non, mais je voulais parler de l'incommunicabilité, excusez-moi. J'ai l'impression qu'Emmerich, il n'arrive jamais, au fond, à expliquer aux autres ce qu'il veut, ce qu'il pense. Enfin, c'est toujours un peu compliqué pour lui de se raconter et de s'expliquer. Sauf à sa sœur, peut-être. Ouais, il a une relation assez complice avec sa sœur. Mais ce serait peut-être pas marrant aussi dans un roman que tout se passe toujours bien, même dans un échange, dans une discussion. Puis au départ, oui, c'est vrai qu'ils ont des différences sur le papier, les deux héros. Et je me demande comment chacun peut réagir. Et l'écart d'âge, le parcours qui n'est quand même pas le même, les attentes qui ne sont pas les mêmes, font que parfois un échange devient un peu conflictuel ou inattendu. C'est la vie. Ouais, c'est ça. Vous pourriez nous lire encore quelques pages? Page 79, on a dit. Je le dis pour ceux qui suivent derrière leur écran. Donc c'est le Jura, Jim est déjà né. Les Hautes-Combes, Belles-Combes, les Trois Cheminées. Il faut peut-être que je clarifie un peu les choses, car je comprends qu'on puisse s'en mêler les pinceaux. Les Hautes-Combes, c'est un vaste domaine skiable à plus de 1000 mètres d'altitude, qui englobe une petite dizaine de communes. Belles-Combes est l'une de ces communes, et les Trois Cheminées, un hameau de la commune de Belles-Combes. Voilà qui est posé. Le vrai changement concernait surtout notre mode de vie. Maintenant, on était toujours dehors. Et ça voulait dire toujours debout, toujours en action. On avait toujours des tas de trucs à faire. Casser le petit bois pour l'hiver, ranger l'atelier, sortir le vieux tracteur rouge massé à rise du grand-père dont j'ai remplacé toutes les bougies et auquel j'ai donné 2-3 coups de clé. L'engin a redémarré impeccable, là j'étais fier de moi. Je prenais Jim derrière ou sur mes genoux et on taillait dans les chemins et on n'avait rien à transporter de spécial, mais on adorait ça. Pour tout ce qui tournait autour du tracteur, j'associais le môme. Rien que pour faire le plein d'essence, je l'attendais. Même s'il se contentait d'ouvrir et de reboucher le jerrycan, c'était toujours ça de fait. Il fallait faire, oui, c'était ça. On ne se plantait jamais devant la télé comme à Saint-Claude. On se trouvait toujours des tas de raisons de bouger. On s'inventait de nouveaux projets, comme la fois où je me suis piqué d'installer une douche extérieure derrière la maison, en branchant un tuyau en zinc directement sur le chauffe-eau et en ajoutant un mitigeur. On a passé l'été à se laver en plein air, avec vue dégagée sur les pâturages. On s'est même amusé à faire un potager autour de la baraque. Il a fallu le clôturer à cause des sangliers et des blaireaux. À cette altitude, ce n'est pas évident de faire pousser des légumes, mais on a quand même eu des courges, des courgettes, des poivrons, des betteraves, des haricots. On se baladait beaucoup en forêt. On partait tous les deux et on fabriquait des flèches avec des branches de noisetier et je lui apprenais à tailler une pointe fine à l'avant et une double encoche à l'arrière pour glisser des plumes de buse, de corbeau ou de faucon cresserelle. Il en voulait toujours plus, des dizaines de flèches, de quoi remplir plusieurs carquois. Il poussait des cris d'Indien en tapant sur ses lèvres du bout de la main et me disait qu'il aimerait bien avoir un cheval, mais qu'en même temps il avait peur des chevaux. Il s'imaginait qu'avec son arc et ses flèches, il pourrait tuer un grizzly. Et il me demandait si j'en avais déjà tué, et je lui répondais qu'il n'y avait pas d'ours dans le Jura. Il me demandait si j'avais déjà attrapé des poissons à la main dans la rivière, et j'hésitais à lui mentir. Et finalement, je lui disais que j'avais attrapé beaucoup de poissons dans ma vie, mais jamais à la main, toujours à l'aide d'une canne à pêche. Pourquoi le Jura? C'est mon monde, c'est l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, où je suis retourné vivre en partie récemment.
dont j'ai voulu couper aussi une période de ma vie, déjà après le lycée. Et puis même littérairement, j'ai fait mes 2 premiers livres évoquent le Jura de façon plus ou moins importante. Et après, je me suis imposé qu'il n'y ait aucune trace du Jura dans le 3e. Je ne pense pas que ça m'ait réussi. Et finalement, la question se pose presque plus. Aujourd'hui, j'ai des histoires. À chaque fois, il y a quelque chose, il y a une situation de départ qui est souvent très proche d'un livre à l'autre. Et après, ça devient tout autre chose. Les livres ne se ressemblent pas, mais le coup du Jura, peut-être une vie entre le Jura et une ville des alentours. Même la Sœur, je ne peux pas m'empêcher de mettre des sœurs dans mes livres, sans du tout que ce soit volontaire. Ça vient tout seul. Mais c'est un Jura... je ne connais pas bien le Jura, je dois dire. C'est un Jura tel qu'il est. C'est vrai qu'il y a les noms de lieux, il y a les noms des villages, etc. Ou c'est quelque chose de fantasmé? Oui, c'est ça. Vous essayez de décrire le Jura quand vous nous racontez ça, le tracteur, etc. Ou est-ce qu'en fait, vous en faites un lieu littéraire? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Bah, ça devient quand même, oui, un peu un lieu littéraire. Il y avait une journaliste qui me disait que c'était mon territoire de fiction et je trouvais que c'était assez juste comme idée. Et en même temps, il est très proche de la réalité. Ce que j'en dis, la façon dont je le décris. Et il y a peut-être même un peu le souci de donner une image juste, réaliste du Jura, mais qui là peut-être serait en plus débarrassé des clichés sur la campagne, soit les figures un peu arriérées, un peu rustres, soit l'idée qu'on serait coupé du monde actuel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, vivre à la campagne, même au fin fond du Jura, à mon avis, c'est avoir à peu près les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes références, et même les mêmes pratiques de loisirs que quelqu'un qui grandit en ville, qui vit en ville. On va arriver justement à ce milieu que vous nous décrivez très très finement, je trouve. Mais c'est juste que ce Jura, effectivement, ça peut être réaliste, mais ces grandes forêts, moi j'avais l'impression de me trouver au Canada des fois. C'est pour ça, il y a quelque chose de littéraire, oui. Voilà. Oui, on appelle le Jura le petit Canada. Parce que vraiment le Haut-Jura, c'est des grandes forêts d'épicéas et des lacs. C'est presque un fantasme. C'est la réalité, mais c'est vraiment... Et puis le Jura est grand et multiple, un peu comme la France, c'est-à-dire qu'il y a aussi une partie très plate, la Bresse. Il y a toute la partie viticole, avec voilà, les vignes qui donnent le vin jaune, le vin blanc. Et puis il y a ça, je connais. Le vin jaune. C'est très bon. Ouais. Et santé. Et c'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. Et le sud du Jura est montagneux, la frontière avec la Suisse et avec l'Ain. Et c'est la partie la plus belle. Et c'est vrai qu'il y a aussi toute une partie, qui est l'endroit où j'ai grandi, où j'habite, qu'on appelle la région des lacs, où il y a beaucoup de lacs sauvages, des lacs préservés et qui sont en général entourés de forêts. Et pour les personnes, moi, finalement, j'ai jamais mis les pieds au Canada, contrairement à Florence et à Jim. Et, ça évoque le Canada à pas mal de gens. En plus petit, mais peut-être que ça y a des ressemblances. Oui, j'ai des voisins jurassiens qui sont partis avec leurs enfants, même en Californie, un mois en Californie. Et en revenant, ils étaient presque un peu blasés en disant mais en fait, c'est comme ici, on n'aurait pas dû s'embêter à partir aussi loin. En plus, c'était compliqué avec les enfants, machin. Racontez-nous alors ces gens, leur façon de vivre que vous décrivez très précisément. Et effectivement, vous échappez aux clichés sur la ruralité, on va dire, parce que vous nous décrivez un milieu qui est toujours un peu entre deux, qui est pas vraiment urbain, qui est très rural, mais en même temps, effectivement, Florence est une rockeuse. Voilà, dès qu'ils peuvent, ils vont écouter des concerts de rock. C'est pas vraiment la ruralité telle qu'on pourrait imaginer. Et en même temps, ils sont très très bien. Et ils ont décidé de retourner dans le Jura. Ils auraient pu vivre ailleurs, finalement, dans une ville ou une petite ville. Et ils retournent vivre dans la forêt. Et puis, c'est un milieu, je sais pas si on peut dire le prolétariat rural, c'est presque des marginaux. Enfin, ils sont toujours à la limite de quelque chose, finalement.
Et en même temps, il ressemble, comme je dis, à la plupart, à quelqu'un, même à quelqu'un qui vit en ville. Les intérieurs, j'aime bien parler de la différence qui est assez flagrante entre les intérieurs des personnes qui vivent à la campagne et ce qu'il y a autour d'eux, le paysage et même le village, quoi. C'est-à-dire que le village de l'extérieur n'a pas bougé depuis 100 ou 150 ans. C'est toujours l'église, le lavoir, la fontaine et au-delà, les grandes forêts. Alors qu'à l'intérieur, bien souvent, on pourrait être au Portugal ou en Russie, c'est-à-dire que c'est des écrans plats, un mobilier Ikea et puis des posters de galets, de piles de galets ou d'Audrey Hepburn, ou je sais pas, des trucs voilà, là aussi un peu Ikea. Et cette réalité-là, elle me permet, oui, de faire exister parfois des situations, des personnages. Et c'est vrai que je la trouve pas forcément dans les romans qui évoquent la ruralité, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Mais et voilà, cette contradiction-là, elle m'intéresse. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'observe aussi, c'est que même dans la façon de s'habiller, on arbore souvent des imprimés qui évoquent Paris ou des villes lointaines, alors qu'en ville, chez les branchés, on a plutôt tendance à s'habiller comme des chasseurs, mettre des chemises à carreaux, des vestes kaki et tout. Et voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire qu'on est toujours attiré par ce qu'on n'est pas, ou qu'on a envie de ressembler à ce qu'on n'est pas vraiment, ou de fuir un petit peu. C'est peut-être aussi, ça fait écho à ce décalage dont faire un pas de côté tout le temps. Ouais. On n'a plus envie d'être le gars du cru, quoi. On a envie de se décaler un peu. On a besoin de modernité aussi, et elle existe. La modernité a infiltré aussi la ruralité. Oui, finalement, c'est des gens qui arrivent un peu à tout concilier, quoi. Ouais, bah, c'est du fait de la télé, puis maintenant d'Internet et tout ça qui... Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez la diversité de toutes ces vies. Et je veux dire, ils ne sont pas tous pareils. De l'extérieur, on peut avoir l'impression d'une masse, une population homogène. Et vous montrez qu'en fait, aujourd'hui, dans ce genre de village, pas du tout, quoi. Il y a plein de gens d'horizons différents, qui ont des idées politiques différentes, qui ne sont pas tous les mêmes. Ouais, c'est la réalité d'un village. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est différent dans les autres campagnes, mais c'est comme ça autour de moi. Donc, ça me semble important de ne pas oublier aussi ceux qui peut-être paraissent moins typiques, moins pittoresques. Justement, je ne veux pas mettre trop l'accent sur le côté pittoresque. Aussi dire qu'il y a des personnes qu'on n'imagine peut-être pas évidemment vivre dans ce genre d'endroit. Et on peut écouter le dernier truc branché ou être obsédé par les séries. Et puis on est mobile de toute façon. Et puis la campagne, on n'est jamais bien loin d'un aéroport ou d'une grande ville. On n'est pas très loin de Genève, de Lyon. Donc si jamais on aime la ville, si on veut passer 3 jours dans un festival électro, c'est pas du tout inatteignable. Et comment vous définissez ce milieu ou ce milieu social où évoluent Florence et Émeric? Parce qu'à un moment donné, il y a une scène où quelqu'un lui dit « Toi, tu es un prolo » et il refuse le terme. En tout cas, il n'y avait pas pensé. Est-ce que c'est du prolétariat? Comment vous le situez? C'est vrai qu'Émeric, à un moment, parce que à la faveur d'une rencontre et puis d'un petit déplacement géographique, comprend ou met des mots sur l'endroit, sur ses origines. Et avant ça lui était impossible. J'avais envie, oui, de raconter comment on peut comprendre, parfois même sur le tard, quoi, voilà, comprendre d'où l'on vient, tout simplement. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et je suis même surpris, contrairement à certains qui sont très précoces, qui ont une lucidité assez frappante, précisément d'un point de vue sociologique.
Moi, je suis surpris d'avoir mis autant de temps à me rendre compte de ça. Et en même temps, je l'observe aussi autour de moi. Parfois, au début, quand je disais, mais on est des ploucs, on est des... Tu t'en rends pas compte. Autour de moi, on me disait, mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Et c'est parce que j'ai côtoyé d'autres personnes que je me suis rendu compte de qui j'étais. Alors, moi, le terme de plouc, il n'a rien de péjoratif, au contraire, j'aime beaucoup. Prolo, prolétaire, je ne sais pas, c'est associé au travail. Et ça convient très bien à Émeric, puisqu'il travaille à l'usine. Mais ce mot-là, tout simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il ne l'emploie pas, que d'ailleurs ses collègues non plus. Et ce qu'il dit, c'est que c'est un mot qui ne peut venir que de quelqu'un qui n'en est pas, quoi. Ça, c'est quelque chose que je crois, oui, que j'ai beaucoup observé. Et il travaille beaucoup en intérim, comme s'il voulait tout le temps se laisser une marge de manœuvre. Ouais, c'est pas très moral, mais il trouve plutôt un intérêt à ne pas s'engager, à refuser le salariat. C'est aussi une forme de liberté qui se conserve, de pouvoir interrompre une mission et s'octroyer 3 mois sans travailler et bricoler un peu aussi entre des périodes de travail, des périodes d'indemnité. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui je ne fais pas la promotion du précariat, de la précarité, quoi, mais il y trouve un intérêt et ça fait écho un peu à ce que j'ai vécu aussi parfois. C'est ce qui m'a permis aussi d'écrire à certains moments. Je me disais, là, où je disais à l'agence avec qui je travaillais, là, vous me laissez tranquille pendant 4 mois. Et puis je reviens vous voir quand j'ai besoin d'argent. Mon livre. Voilà. Mais c'est des personnages qui essayent d'échapper au fond à des assignations. Ils ne veulent pas se laisser enfermer. Aussi bien Florence qu'Émeric, ils essayent toujours de trouver une liberté dans leur situation. C'est peut-être parce que j'ai envie que... Pareil, c'est un peu ce que je disais au début, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de plaisant, quoi, ou même d'un peu lumineux. J'ai l'impression qu'en créant ce genre de figure, on va s'y attacher. Leur conférer un peu de beauté, quoi. Et la question du retour, c'est pas la première fois, je crois, dans vos romans, qu'il y a cette idée de quelqu'un qui essaye de partir, vrai, qui va en ville et puis qui revient. Pourquoi ? C'est vrai. On a beaucoup parlé de ceux qui partent, les transfuges de classe. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de livres, très bons livres, qui fuient vraiment leur milieu et qui s'inventent ailleurs. Récemment aussi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Ceux qui restent », un essai sur ceux qui sont jamais partis de la campagne où ils ont grandi. Et ce livre-là, j'ai un peu l'impression que c'est celui de ceux qui reviennent, quoi, ceux qui sont partis et puis qui se rendent compte à un moment de leur vie qu'ils ont quand même une attache très forte à leur monde originel et qui ont un besoin de revenir, soit lié à la nature, soit lié à une forme de mentalité ou de rythme, de lenteur. Et c'est vraiment le cas de Florence et d'Émeric. Et c'est aussi mon cas, c'est-à-dire que à un moment donné, je me suis rendu compte que la campagne, la forêt, le Jura comptaient vraiment et que j'en avais besoin. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'équilibre, quoi, qui est important, dans lequel je suis, qui est très important. C'est une troisième voie, une autre voie possible, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant, parce qu'il me semble, je sais pas, c'est peut-être votre génération ou votre âge qui veut ça, parce qu'on a beaucoup, effectivement, parlé des transfuges. On a 1000 exemples d'auteurs qui racontaient à quel point ils voulaient sortir de leurs conditions et vivre dans la bourgeoisie. Peut-être que je me suis pas retrouvé je me retrouve pas dans cette figure. Je me suis pas retrouvé dans le milieu que j'aurais pu intégrer. Ou j'avais pas d'attirance au départ. Il n'y avait pas le rêve d'aller à Paris puis de devenir je ne sais quoi. Il n'y avait pas le rêve la figure de l'écrivain, le statut de l'écrivain, je m'en fous complètement. Ça m'a jamais fait rêver. Je me suis jamais dit je vais aller à Paris puis devenir écrivain. Je trouve ça même ridicule. Et puis après, il y a aussi des raisons plus basiques, plus personnelles, quoi. Les transfuges, parfois c'est des questions d'identité sexuelle qui font qu'ils ont eu une vraie nécessité personnelle à fuir, à couper, pour se réinventer, pour être eux-mêmes et tout. Moi, comme en tant qu'hétéro, c'est un peu con de dire ça en tant qu'hétéro, mais je pense qu'il y a quelque chose où j'avais
le rejet que j'ai pourtant pu éprouver à l'endroit de mon milieu a peut-être été moins fort et a peut-être laissé plus rapidement, plus facilement, c'est peut-être plus facile quoi, pour moi, à une forme de tendresse, quoi, laisser place à voilà, une forme de tendresse, de compréhension, voilà, voilà, le rejet est moins fort, même si je ne juge absolument pas les gens qui partent, qui coupent, parce qu'ils en ont besoin. Il y a moins eu ce besoin. Je suis peut-être plus attaché, même à ce milieu, à ce monde. Aujourd'hui, c'est mon monde, quoi. C'est même pas. C'est pour ça que j'ai pas vraiment l'impression de témoigner, de témoigner sur d'une réalité sociale ou quoi. Je cherche presque pas à défendre. Alors, ma façon de défendre ce monde, c'est simplement de le faire exister à travers la fiction, mais il n'y a pas de volonté de témoigner, de représenter, ou alors simplement représenter parce que c'est mon monde. Mais il n'y a pas non plus une volonté de l'idéaliser. Non, du tout, non. Non, bah non. Non, bah, je ne veux pas faire non plus de la démagogie en disant... au contraire, non, c'est... Bah là, le personnage, par exemple, de la mère de Florence... Elle incarne bien cette dualité où Florence, pendant longtemps, l'a rejetée pour ses idées qu'elle ne partageait pas, un peu très bas du front, un peu raciste et tout ça. Et puis à 40 ans, Florence revient et elle a une position, elle est toujours aussi critique vis-à-vis des idées, mais finalement, elle se rend compte que ça ne l'empêche pas d'aimer sa mère et elle ne la réduit pas à ses idées. Elle comprend aussi, on n'est pas là pour faire la politique sans excuser, mais elle comprend d'où viennent ces idées chez sa mère, quoi. Pourquoi elles sont là, puis elle ne voit pas que ça. Donc oui, j'idéalise pas, je vois pas que le côté chaleureux, mais pas non plus que le côté rustre et buté et étroit d'esprit, quoi. Vous nous lisez encore un petit bout ? Page 107. Il jouait tout le temps et partout, même dans la neige. Même le matin de Noël, il nous a entraînés dehors pour roder ses nouveaux protège-tibias et improviser un petit match. On était 4 et on a fait 2 équipes de 2. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on a créé un système d'équipes tournantes où on changeait de partenaire à chaque but. Mais je n'aimais pas faire équipe avec Jim parce que si je ratais une passe ou si j'interceptais mal un ballon qu'il m'adressait, je voyais sur son visage un air de déception. Je préférais réussir à marquer un but contre son équipe, surtout si au préalable, j'avais évité une charge de Christophe. Je préférais le dominer plutôt que le dépiter. C'est devenu une habitude, ces matchs en famille. Dès qu'on était tous ensemble à la maison, on sortait taper le ballon. L'enjeu n'était jamais la victoire, mais toujours la séduction. Et Jim n'était pas le seul joueur convoité. Il y avait aussi Florence. C'était surtout auprès d'elle que Christophe devait faire effet. Prouver qu'il était capable de légèreté malgré tout, d'être dans la vie, de s'amuser, de courir et de se rouler dans la neige ou dans l'herbe. Prouver que sa présence était supportable, qu'elle était envisageable pour nous tous. Prouver que l'envie était bien là, qu'elle était réelle, qu'elle était saine. À l'en croire, l'expérience portait ses fruits. Ça lui faisait du bien. Il ne pouvait pas nous garantir plus que ça, mais c'était déjà énorme, disait-il. Ça lui faisait du bien d'être avec Jim, même s'il avait encore du mal à entrer vraiment en lien avec lui. Ça lui mettait le sourire, ça réveillait quelque chose au fond de lui, ça ravivait une petite flamme. Jim n'avait pas beaucoup de considération pour Christophe. Il continuait à le voir comme l'ami étrange de ses parents. Il était au courant du drame qui l'avait frappé et il avait souvent pour lui des regards apitoyés. Il n'était jamais très emballé quand on lui annonçait que ce soir, ce serait Christophe qui viendrait le chercher à l'école. Il préférait quand c'était un de nous deux. Je me demande encore comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps, parce que ça a duré plus de 6 mois, cette histoire. Christophe ne nous lâchait plus. Il s'était remis à conduire un peu, mais il n'allait jamais plus loin que le village voisin. Il avait besoin de nous pour se mettre en action. Il nous accompagnait à Colreuth ou au tournoi de foot. Il passait ses journées à nous attendre à la maison pour qu'on l'emmène s'aérer. Il avait pris la place du chien. Quelle horreur. Bon.
Comment vous travaillez un livre comme ça? Parce que donc c'est Émeric qui nous parle. Comment on entre dans la voix d'un garçon comme ça que vous arrivez assez bien, même très bien, à nous restituer sans tomber dans la caricature du langage parlé. Il y a une oralité qui est très maîtrisée. Quand on travaille ça? Parce que c'est quelque chose que je travaille depuis quelques livres. Mon premier roman, Polichinelle, était vraiment très imprégné d'oral, de rap, d'argot. C'était des très jeunes gens, dans mon Oui, souvenir, qui parlaient, voilà. donc on avait effectivement... Oui, c'est l'histoire d'adolescents qui passent un été dans le Jura. Et oui, ce qui fait la particularité du livre, c'est son langage très, très rythmé et très imagé. Et c'est une forme que j'aime beaucoup, que j'aime dans ce que je lis, qui se pratique depuis la nuit des temps, depuis Rabelais, passant par Céline et puis plein d'autres, les Américains plus récents, la Beat Generation, tout ça. Ça m'a plu à l'adolescence, c'est comme ça que j'ai commencé à lire, c'est par ce genre de littérature-là, donc ça a dû me marquer beaucoup. Et même aujourd'hui, quand même des livres très actuels ou de jeunes auteurs, quand c'est maîtrisé, ça me plaît. Quand j'ai lu Fief de David Lopez, j'ai été très impressionné. Ou les livres de Capucine et Simon Joannin, ça c'est vraiment des livres qui m'ont marqué. Et vous avez tous le même âge? Pas sûr, mais pas je les connais pas du tout d'ailleurs. Hein, c'est pas des gens du tout que j'ai jamais croisés. À peu près de la même génération, c'est intéressant. Ouais, probablement. On a peut-être oui, il y a des choses en commun, c'est sûr. Ouais. Peut-être des références musicales, tout bêtement, ou des choses comme ça. Et puis sociologiquement aussi, il y a un truc commun, évidemment. Mais on n'a pas tous commencé au même âge non plus, quoi. David Lopez, j'ai l'impression qu'il a écrit son livre plus tard, donc il y a justement chez lui une sorte de lucidité sur la question sociale que moi j'avais pas du tout au début. D'ailleurs, parfois j'écrivais sur cette question sociale un peu n'importe quoi à certains moments, mais les personnages pouvaient dire on va aller voir Godard en Suisse. C'était complètement idiot dans leur bouche de mettre ça. Moi j'écrivais ça juste pour me donner un peu de crédit. Je me dis si je ne parle que de leurs vraies références, donc des miennes, on va pas me prendre au sérieux, il faut que je fasse un peu le malin. Ce qui en fait rétrospectivement est totalement idiot. Aujourd'hui, j'enlèverais pas mal de choses comme ça de mes premiers livres. Et du coup, oui, j'ai pas aujourd'hui, du coup, il y a plus ces références un peu pour faire le malin. Et ce qui a plu aussi, disons que l'écriture s'est transformée, donc il y a plus cette même obsession de l'oralité. Déjà, j'ai découvert le roman, la forme romanesque, l'idée d'écrire des histoires, de faire exister des personnages, voire des intrigues. Et donc, je vois bien que si la forme, c'est une idée, hein, c'est pas une vérité, mais j'ai l'impression que si la forme prend trop de place, si l'écriture est trop voyante, l'histoire va en pâtir, quoi. Et j'avais fait ça de façon très très claire avec le récit sur mon père, L'Homme des Bois, où là j'avais compris qu'il fallait vraiment être dans une simplicité extrême au niveau de la langue, sans quoi ça n'allait pas du tout coller avec le sujet, avec ce que je disais, quoi. Il n'y a pas de sujet, mais avec les thèmes, avec le projet du livre. Et puis là, c'est peut-être entre deux, c'est-à-dire je tiens quand même à mettre un peu d'oralité, mais c'est choisi avec l'idée avant tout de faire exister les personnages, de les rendre vivants. De vraiment. Les servir, ouais. Dans l'écriture. Mais vous avez commencé à écrire à quel âge? Ça a démarré comment? Ça a démarré simplement quand j'étais au lycée, où j'ai passé quelques soirées, quelques années aussi, du coup à noircir des cahiers sous la forme comme une sorte de journal intime. C'était nul, hein, ça n'avait aucune valeur littéraire. D'ailleurs, j'ai tout jeté très vite. Mais il y avait ce besoin, dès que je rentrais du lycée, de confesser des choses, de parler de ce qui se passait mal avec les autres, avec la famille. Et peut-être que l'écriture m'a
me correspondait du fait d'un tempérament un peu solitaire, un peu sauvage. Et c'est resté, voilà, ça s'est inscrit. Je pense qu'on a tous un rapport un peu hygiéniste à l'écriture, et c'est clairement un besoin, c'est clairement... ça m'accompagne finalement, puisque j'avais à peu près 15 ans, depuis plus de 20 ans. Et après, je suis allé en fac de cinéma à Montpellier. Je me sentais pas très à l'aise dans le milieu étudiant. Et j'ai continué à écrire. Et c'est à ce moment-là que je me suis un peu décalé de ma vie, que j'ai essayé d'écrire des histoires, pas tout de suite avec l'idée d'un roman, d'un livre ou quoi, mais... Et puis ça c'est arrivé assez naturellement, sans trop de complexe, justement. On entend souvent, j'entends souvent des personnes qui me disent qu'elles n'osent pas écrire, et je comprends très très bien ça, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, et il leur a manqué une forme d'autorisation. Je ne sais pas vraiment d'où me vient l'autorisation. Peut-être de lectures qui sont arrivées au bon moment, où je me suis dit, bah tiens, si un mec comme mettons, Hubert Selby Jr. ou Bukowski, si des gens comme ça ont écrit sur leur quotidien d'ouvriers et d'alcooliques, de paumés, pour le dire vite, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Ça collait aussi avec ce que je vivais. C'est-à-dire que j'ai découvert cette littérature américaine, où, je ne vais pas dire ouvrière, parce que ce n'est pas ce qui la caractérise, mais quand même, où les personnages sont toujours à l'usine, dans un rapport très violent au travail et tout. Quand moi-même, je travaillais à l'usine, et que ça, évidemment, que ça ne me convenait pas totalement. Et puis un jour, je reviens, voilà, après Montpellier, je reviens dans le Jura, je retrouve mes sœurs, les amis de mes sœurs, et tout ça m'inspire Polichinelle, un premier roman que j'ai envoyé par la poste. Et POL m'appelle, veut le publier. Ça s'est passé assez simplement, en vérité. Merci POL. Oui, merci. On va le dire comme ça. Mais depuis que vous publiez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que vous naviguez à l'intérieur de différents genres littéraires. Comme si vous testiez un peu... Ouais, mais ça, c'est totalement involontaire, hein. Moi, j'ai bizarrement l'impression d'écrire toujours la même chose. Et on me dit toujours le contraire, donc au moins, c'est pas trop monotone. Mais peut-être que je me cherche quand même un peu dans tout ça. C'est peut-être plus ça. Et j'espère peut-être qu'à un moment, je vais me trouver un peu, m'arrêter. C'est pas impossible que ce livre-là... Parfois, j'ai l'impression que ce livre est mon premier livre, ou vrai livre, ou vrai roman, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc avec celui-là, vraiment, qui serait peut-être au carrefour de ce que je fais. J'aimais bien la peinture aussi quand j'étais ado. Je peignais, et puis je m'intéressais aux peintres, à la vie des peintres. Et j'étais toujours marqué par leur période de jeunesse, où, en général, au début des bouquins, des petits bouquins tasse-chaîne là, sur les peintres, il y a quelques pages consacrées à leurs premiers travaux. Et souvent, j'étais surpris de voir que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui fait leur particularité. Les premiers de Staël ou les premiers, je sais pas quoi, Modigliani, n'étaient absolument pas ce à quoi on pense quand on évoque ces peintres. Et peut-être que j'ai un peu voilà, pataugé dans la semoule pendant des années. C'est aussi le fait d'avoir commencé tôt. Alors, je disais ça sur David Lopez et tout. Il y a un gars comme Nicolas Mathieu, lui, qui écrit des romans pareil, qui se passent dans les Vosges, que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent. Qui a eu le Goncourt. Oui, c'est ça, ouais. En 2018, je crois. Je crois que son premier livre, il l'a publié plus tard. Et je pense que ça lui a permis de maturer beaucoup la manière de s'y mettre, de réfléchir beaucoup à la chose. Moi, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Mon premier livre, avec les défauts que je lui trouve, comme je disais tout à l'heure, a été publié, existe. Et du coup, après, c'est sur le tas que j'ai un peu cheminé, oui, entre différentes formes, avec, oui, toujours aussi un vrai intérêt pour une approche peut-être un peu conceptuelle, un peu... Soit, en fait, souvent mes livres se distinguaient soit par l'écriture comme le premier, soit par des constructions un peu sophistiquées, des jeux de miroir ou des twists, comme on dit au cinéma. Et bon, je ne veux pas dire que c'était des cache-misères, parce que ce serait quand même un peu...
Mais j'ai presque cette impression-là que finalement, c'était par moments des facilités et que une histoire dans sa continuité, c'était pas si simple à écrire. En tout cas, pour moi, ça l'était pas. Et d'avoir réussi à le faire avec ce livre-là, bah, c'est une première en fait, parce que celui d'avant, il y a 3 parties, des bascules, machin, et finalement, c'était une manière de m'en sortir face à des obstacles. Alors que là, il y a un peu plus d'ampleur et je suis content d'avoir au moins réussi à le faire une fois. Et maintenant, j'aimerais bien m'installer dans ce genre de texte. Ben, on espère aussi. Mais vous nous avez parlé au cinéma, je sais pas, vous avez dit comme au cinéma, et vous aviez dit tout à l'heure, vous avez fait une fac de cinéma, et effectivement, les influences, elles sont pas, enfin, les influences ou vos références, elles sont pas seulement littéraires. On a l'impression que le cinéma, quand même, ça vous influence beaucoup. Le cinéma américain, peut-être d'ailleurs. Oui, pas seulement, hein, mais oui, vraiment. D'ailleurs, j'aime bien envisager ce livre comme un mélodrame, sans. J'assume totalement hein, le terme, le côté un peu péjoratif pour moi, il n'a pas de valeur, ça ne me parle pas, au contraire. C'est un genre précisément au cinéma que j'adore et j'adore les vieux mélos hollywoodiens bien sûr, mais aussi des choses plus récentes, les mélos d'Almodovar ou les mélos de Clint Eastwood. C'était peut-être un peu ça aussi qui pouvait me guider quand j'ai fait ce livre, même si j'ai pas de référence. Vraiment, j'avais pas punaisé une photo devant moi en me disant il faut que je tende à ça, mais c'est vrai que des films comme Madison, Sur la route de Madison, ou Un monde parfait, ou $1 Million Baby, tout ça, ce sont des choses qui me bouleversent. Et j'avais envie de tendre à ça. À un moment donné, j'ai décidé que le père biologique de Jim allait revenir. Et là, j'ai bien compris que du coup, je donnais une inclination. Là, il allait falloir aller du côté du mélo. Et puis je me suis dit, bah, autant y aller, autant essayer d'y aller à fond. Ah ouais, mais on pleure. Moi, je pleure quand je lis ce livre. C'est pareil. Mais oui. Mais en même temps, comment justement on travaille ça? C'est-à-dire que vous êtes dans le mélo, mais c'est pas du tire-larme non plus. On pleure vraiment. Ah non, évidemment, mais vous arrivez à doser l'émotion pour justement pas sombrer dans quelque chose qui serait un peu facile. Oui, bah là aussi, c'est comme un personnage en fait. C'est une sorte de mesure, de demi-mesure dans laquelle on cherche à être. Mais oui, il y avait l'idée d'être sentimental sans être dans le pathos, quoi, ou d'être. Voilà, exactement. D'être. Ah, mais c'est pas évident à faire. Bah, je sais pas, mais après, quand les ficelles sont un peu grosses, on le voit, quoi. Je veux dire, en tant qu'auteur, je m'en serais rendu compte peut-être. Parfois, on écrit aussi en cherchant à éviter, plus qu'en cherchant à fabriquer des choses. Et là, je suis pas finalement je suis pas un grand adepte de cette idée de n'écrire que contre ou voilà, c'est quelque chose qui est typiquement français, d'une forme de froideur, de refuser les sentiments, la psychologie, l'émotion. Et en même temps, en allant sur ce terrain-là, je savais qu'il ne fallait pas non plus que... Voilà, c'est pas Melrose Place, c'est pas Les Feux de l'amour, quoi. Mais, et puis, non, voilà, c'est pas non plus un roman à l'eau de rose, mais il y avait vraiment cette idée d'un roman sentimental et d'être vraiment... de travailler vraiment dans le sens des émotions, quoi, des émotions des personnages, quoi. Et magnifique ce roman. Vous nous lisez encore un petit bout? C'est la naissance de Jim. Le gynéco, 2 sages-femmes et 2 internes avaient tous les yeux rivés sur son entrejambe grand ouvert. La péridurale n'était pas très efficace et à chaque poussée, elle criait tout ce qu'elle pouvait. Elle se déchaînait. Elle insultait la terre entière. Tout y passait. Et je comprenais au sourire des sages-femmes que ce n'était pas si habituel que ça. Mais Flo ne se censurait pas, non. C'était pas le genre de la maison. Une nouvelle contraction arrivait. Une nouvelle contraction arrive, vous allez pousser fort. Et c'était reparti. En hurlant, putain de sa mère. Et je me tenais debout à ses côtés. Je serrais sa main et je ne savais pas quoi faire, pas quoi dire.
J'étais complètement dépassé par les événements. Je regardais le gynéco qui me semblait étonnamment préoccupé. Je regardais Florence qui pleurait, transpirait en poussant et en criant, qui n'en pouvait plus. Son visage se déformait sous l'effet de la pression, les veines de ses tempes étaient sur le point d'éclater. Je me suis tourné vers les 2 internes et je me suis senti mal. J'ai attrapé un tabouret derrière moi et je l'ai tiré auprès du lit et je me suis laissé tomber dessus. Je n'avais plus aucune force. Je devais être aussi livide que Florence était écarlate. « Ça va aller, monsieur ?» Et je n'ai pas eu le temps de répondre qu'une nouvelle contraction s'annonçait. « Allez, c'est bien, vous avez fait le plus dur. » Une sage-femme m'a invité à me pencher car la tête venait de sortir, mais le gynéco a préféré que je reste en retrait. 10 secondes après, une masse luisante et flasque s'est échappée du vagin, comme ça, d'un coup, comme une grosse carpe qui vous glisse entre les mains. Le bébé a émis un petit cri. Le gynéco s'est enfin détendu. Une sage-femme l'a posé sur le torse de Florence qui pleurait de douleur ou de joie, je ne savais pas. Le bébé a été ausculté rapidement et en sortant de la salle d'accouchement, le gynéco m'a avoué que le délai de 5 jours au-delà du terme et surtout la teinte verdâtre du liquide amniotique leur avait fait craindre les complications. Mais tout s'était bien passé. Le petit était en parfaite santé. Ne me demandez pas son poids ni sa taille, alors là j'ai tout oublié. Le prénom, ça par contre je me souviens. Florence ne voulait pas le révéler avant la naissance, pas même à moi. La sage-femme a noté sur sa feuille. Alors, c'est un petit Jim. C'est génial. On est bien d'accord. Bah non, je ne vais pas vous dire ça. Non, c'est génial. Mais c'est pas souvent qu'un garçon nous raconte ça. Pourtant, on le vit du point de vue d'Aymeric, là. Ouais. Mais bien souvent, on assiste aux accouchements de nos femmes. Bah oui, c'est un moment. Vous êtes papa vous-même, oui. Vous avez des enfants. C'était important pour vous de raconter ça à un moment donné de votre vie? Oui, d'autant que là encore, là pour le coup, je me suis inspiré d'un accouchement parmi ceux que j'ai vécu. Et oui, qui m'a marqué. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que le personnage, le narrateur, est aussi bouleversé par ce qui se passe. Parce que j'y ai mis de ce que moi j'ai connu, vécu, mais à la différence de lui, ça faisait pas 3 mois que je connaissais celle qui était en train d'accoucher. Mais bon, non, il y a quoi, les hommes se mettent les hommes changent un peu, je crois, en ce moment. Ils se mettent à raconter d'autres choses, justement à composer avec leurs émotions, leur sensibilité. À s'accepter comme père de famille, et puis à s'ouvrir. Ouais. Et là, vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous êtes déjà sur un autre roman? Je le pense, je le prépare, mais je n'ai pas commencé à écrire. Mais oui, j'y pense beaucoup. Pensez-y. Merci, Pierrick Bailly, pour cette rencontre. Merci Sylvie. Merci à votre écoute à tous et merci à la Maison de la Poésie d'avoir organisé cette conversation.